Je suis Heidi, citoyenne engagée dans la transition écologique. En 2022, j'ai décidé de mettre ma carrière d'enseignante en pause pour réaliser un reportage sur les conséquences du dérèglement climatique dans les Andes tropicales en m'intéressant plus particulièrement au dégel des glaciers. Les glaciers tropicaux sont exceptionnels de par leur taille et leur localisation. Ce sont les plus vulnérables de la planète et cette sensibilité aux variations climatiques en font de précieux indicateurs des changements globaux. Début février, me voilà donc partie pour 10 mois d'aventure qui me donneront l'occasion de partager le quotidien des populations locales, mais aussi de rencontrer des experts du climat. L'occasion de réaliser un rêve, celui de partir en expédition sur ces magnifiques sommets aux côtés de glaciologues. La fonte des glaciers s'accélère, et plus particulièrement dans cette région que sont l'Alaska, l'archipel arctique, les Andes, la région de l'Himalaya, l'Arctique russe, l'Islande et l'archipel norvégien. Le rapport spécial sur l'évolution de l'océan et de la cryosphère, publié en 2019 par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental qui étudie le climat, fournit des estimations de la fonte des glaciers. Entre 2006 et 2015, la perte moyenne de glace par an, qui s'effectue au niveau des 215 000 glaciers terrestres mondiaux, s'élève à 220 milliards de tonnes. C'est l'équivalent d'une étendue de glace aussi grande que la France et épaisse de 60 cm. Une mesure plus récente, réalisée sur la période 2015-2019 et effectuée par une équipe internationale de chercheurs qui a publié ses résultats dans le journal Nature le 28 avril 2021, donne une perte de 267 milliards de tonnes par an. On assiste donc à une accélération du dégel des glaciers. Selon une étude publiée en janvier 2023 dans la revue Science, d'ici à 2100, entre 49 et 83% des glaciers terrestres sont amenés à disparaître. La gravité de la situation dépendant du scénario envisagé en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ces fameux gaz responsables du dérèglement climatique. Et qu'en est-il dans la région que j'ai étudiée durant mon séjour dans les Andes tropicales ? J'ai eu la chance de partager le quotidien de l'équipe d'un glaciologue, Rolando Cruz, qui travaille pour l'ANA, Agence nationale de l'eau au Pérou. Les études réalisées montrent que la surface des 2025 glaciers que compte le Pérou a fortement diminué. Le rapport publié par l'ANA en 2021 concernant les réserves hydriques du Pérou précise qu'entre 1962 et 2019, la perte de glace a été de 54%. Autrement dit, la moitié de la surface glaciaire du Pérou a disparu en 57 ans. Dans la seule cordillère blanche, la plus étendue du Pérou, le volume disparu dépasse les 40% sur cette même période. La cordillère blanche perd chaque année près de 5 km² de sa superficie, selon l'inventaire national des glaciers réalisé en 2014 par l'ANA. L'INAIREM, l'Institut national de recherche dans le domaine glaciaire et des écosystèmes de montagne, a produit en 2018 des projections et proposé des estimations sur les années de disparition des derniers glaciers des différentes cordillères du Pérou. Et les projections sont désastreuses. Le dernier glacier de la cordillère blanche devrait avoir disparu d'ici à 2111. Le rapport publié par l'ANA en 2021 confirme que toutes les cordillères du Pérou sont en retrait et que certaines vivent leurs dernières années. Encore plus inquiétant, la vitesse de cette fonte ne cesse d'augmenter. Dans les prochaines années, 9 glaciers du pays vont disparaître. J'ai eu le privilège de fouler certains de ces géants glacés en fin de vie, dont le merveilleux glacier Gege, à qui on ne laisse plus que 4 ans de survie. Cette disparition accélérée s'explique par le dérèglement climatique que l'homme a provoqué et qu'il entretient. L'élévation de la température moyenne terrestre et la baisse des précipitations neigeuses entraînent le retrait glaciaire. Il y a moins de glace qui s'accumule et de plus en plus de fonte dans les basses altitudes.
La cordillère Blanche, avec ses 493 glaciers, représente à elle seule plus de 13 000 hectomètres cubes d'eau. Cette eau est stockée pendant des décennies et puis restituée durant les mois les plus chauds ou les plus secs. Les glaciers tropicaux, de par leur localisation géographique, reçoivent une grande quantité d'énergie solaire tout au long de l'année. Il n'existe aucune saison froide et humide et pour cette raison, ils sont particulièrement sensibles aux variations climatiques. Leur perte de glace s'effectue par fonte et majoritairement par sublimation, c'est-à-dire passage de l'eau solide à l'état de vapeur directement. La disparition des glaciers rime donc avec raréfaction de la réserve d'eau douce. Cette fonte est une des manifestations de la perturbation du cycle de l'eau que l'élévation de la température moyenne terrestre impacte sur un autre point, qui est l'excès d'évaporation. L'eau liquide des étendues d'eau telles que l'océan s'évapore et donne naissance à des masses d'air chargées en humidité. Des nuages qui, lorsqu'ils se refroidissent, se condensent et donnent des pluies intenses dans certaines régions et des épisodes de sécheresse ailleurs. Les événements climatiques extrêmes s'accentuent et sont de plus en plus fréquents. Los regímenes de precipitación hemos visto que la frecuencia aumenta. Mantenemos los mismos acumulados, es decir, te voy a poner un ejemplo. Digamos que en enero de cualquier año alcanzábamos una precipitación de 100 milímetros. ¿Ok? El problema es que ahora tenemos los 100 en pocos días, entonces la intensidad ha aumentado. Les pluies intenses qui s'abattent sur certaines régions sont dévastatrices. Crues, inondations, coulées de boue mettent à mal les constructions humaines mais également les exploitations agricoles. La production alimentaire est impactée par ces destructions et les épisodes de sécheresse plus fréquents et intenses. No, me llamo Lucas Chusín. Con respecto del pueblo que desapareció, mi pueblo se llama Chuchilán y de mi pueblo al otro pueblo que es Yacuchaqui, es un pueblo que está en el subtrópico, estaba a los pies de un río pequeño, pero hace más de un mes hubo una noche que llovió muy fuerte y en esa noche ese río hizo destrucción, caos y provocando que desaparezca un pueblo y provocando que otros 3 pueblos estén incomunicados y que muchas familias estén sin poder salir y siquiera comprar alimento para sus familias. Es muy complicado porque en los ríos, el río que está muy grande, ahora tienen que cruzar amarrando con palos, con cuerdas, con todo, con animales y tienen que caminar 4 o 5 horas para poder llegar a comprar algo y luego regresar 4 o 5 horas a donde viven. Eso y estamos muy preocupados por la situación climática. Eso, gracias. La disparition des glaciers ne fait qu'augmenter le problème de la disponibilité en eau douce. Selon le rapport spécial du GIEC concernant l'évolution de l'océan et de la cryosphère, publié en 2019, la sécurité alimentaire et la sécurité de l'approvisionnement en eau ont été affectées négativement par les changements du manteau neigeux, de la glace, de lacs et de rivières dans des régions variées. Cette situation met donc en péril de nombreuses populations pour lesquelles l'eau de fonte des glaciers constitue une source d'eau essentielle. Le recul des glaciers et les changements d'enneigement ont contribué à des baisses localisées de rendement agricole dans certaines régions de haute montagne comme les Andes tropicales. Fin février, je m'installe à Rumicruz, petit village situé dans la province de Riobamba, en Équateur, au pied de l'impressionnant volcan Chimborazo. Les familles de la communauté de Rumicruz sont en restriction d'eau permanente. Le stock quotidien dont elles disposent permet un usage de l'eau durant seulement 4 heures par jour. Or, comme beaucoup d'autres communautés rurales, les habitants subsistent grâce à l'agriculture. L'eau leur est indispensable, elle permet l'irrigation des champs, l'alimentation du bétail, la réalisation des tâches ménagères, la consommation domestique.
La pénurie d'eau menace donc directement ces populations vulnérables. Une rapide visite de la communauté permet de mesurer la précarité dans laquelle vivent ces familles. Les femmes s'occupent des cultures, les hommes travaillent en ville. Le cas de Rumi Cruz n'est pas un cas isolé. Au cours de mon voyage, j'ai eu l'occasion d'assister à maintes reprises à des protestations concernant l'eau. Je me rappelle mon arrivée à Huaraz, ville de la Cordillère Blanche au Pérou. Au manque d'eau s'ajoute également une baisse de la qualité de la précieuse ressource. En effet, le dégel des glaciers s'accompagne d'une contamination de l'eau. La Cordillère Blanche est connue pour ses merveilleuses lagunes glaciaires. Ces vastes étendues d'eau se remplissent avec l'eau de fonte des glaciers qu'elles bordent. Elles revêtent de somptueuses couleurs, du bleu intense de Chouroup, au turquoise de Paronne, en passant par le vert fluo de Chayap, le panel des couleurs arborées est impressionnant. Mais, derrière cette beauté fatale se cache une dangereuse composition. Leurs eaux présentent des taux anormalement élevés en fer, arsenic, manganèse, cadmium. Ce sont ces éléments qui leur donnent ces teintes si particulières. Mais d'où proviennent ces métaux ? Des roches. Lorsque le glacier est présent, les roches recouvertes de glace sont préservées de toute altération. Mais lorsque la glace fond, les minéraux des roches se retrouvent en contact avec l'atmosphère et s'oxydent par réaction avec le dioxygène de l'air. Les oxydes de fer qui se forment alors teintent la roche d'une couleur rouille. Résultat, l'eau de pluie ou l'eau de fonte du glacier, lorsqu'elle ruisselle sur la roche, dissolvent ces oxydes de métaux sur leur passage et se retrouvent alors contaminées. Elles deviennent impropres à la consommation. Les populations doivent donc faire face et s'adapter. Pour contrer la pollution de l'eau par les métaux, on peut compter sur la nature elle-même. Dans certaines zones humides, les espèces végétales, bactériennes qui se développent, présentent la capacité de capter ou de faire précipiter les métaux présents dans l'eau. Julio Palomino, chercheur en biochimie travaillant pour l'UNASAM, l'Université nationale de Santiago Antúnez, et avec qui j'ai vécu 3 mois à Huaraz au Pérou, s'attelle à développer des associations bactéries végétaux propices pour dépolluer l'eau. Il encadre plusieurs thésards et étend son projet bien au-delà des murs de l'université. Son domicile regorge de procédés innovants qui permettent de décontaminer l'eau. Cet homme passionné vit 100% ses projets. En un tour de main, la salle à manger peut se transformer en laboratoire de chimie. Le chercheur a commencé à installer ces fameuses associations végétales et bactériennes au niveau du fleuve Rio Santa, connu pour ses forts taux en fer responsables de sa teinte orangée. L'eau qui ressort de ces zones humides est délestée des contaminants et redevient propre à la consommation. La sensibilisation et l'accompagnement des populations paysannes indigènes qui exploitent ce fleuve est également au cœur des travaux de Julio Palomino et de Raúl Lausamuro, chercheurs en écotoxicologie. Le deuxième jour de mon arrivée à Huaraz, j'ai été conviée à une sortie scolaire des étudiants de Julio. Ce jour-là, les membres de la communauté de Canrechico, qui vivent proche du Rio Santa, ont présenté aux étudiants la technique d'identification de la qualité de l'eau à laquelle ils ont été formés. Et le concept est simple. Il s'appuie sur l'identification des espèces animales que l'on retrouve dans le cours d'eau analysé. Les espèces ne sont pas toutes aussi sensibles à l'acidité d'une solution ou à sa teneur en métal. Certaines peuvent vivre en présence de concentrations métalliques élevées, d'autres ne peuvent pas les tolérer. En analysant le contenu en espèces du cours d'eau, il est alors possible de déduire sa qualité. Pour faire face au problème de la ressource en eau douce, il est également crucial de préserver un autre réservoir, le Paramo. C'est un écosystème que l'on retrouve sur les hauts plateaux andins, entre la limite des forêts et des neiges éternelles. La forte insolation tropicale et l'altitude élevée ne permettent pas la croissance de n'importe quel type de végétation. S'y développent des plantes rases, des herbacées, des plantes en rosette, des plantes en coussinets, toutes adaptées à la faible pression atmosphérique, aux fortes radiations ultraviolettes et au pouvoir desséchant du vent. Je découvre l'importance de cet écosystème lors de ma rencontre avec Ana Elisabeth Sanchez, chercheuse à l'université de Cuenca. Elle appartient à une équipe qui étudie l'impact du dérèglement climatique dans toutes les Andes. Rapidement, la conversation nous mène au Paramo.
Cet écosystème si particulier des hauts plateaux andins joue le rôle d'une éponge. Son sol stocke l'eau, provenant de la brume, des pluies, de la fonte des glaciers. Il la stocke et permet sa redistribution progressive pendant les périodes plus sèches. C'est donc une source d'eau vitale pour les populations des Andes. Malheureusement, le paramo est menacé par les activités humaines, la déforestation, l'exploitation minière, l'urbanisation ou encore l'expansion des terres agricoles. Les paysans ayant appauvri leur sol par l'usage des produits chimiques, tels que les pesticides, se voient obligés de coloniser le paramo pour cultiver sur du sol plus fertile. C'est ce que j'ai pu voir à Rumicruz, en me baladant sur les collines avoisinantes. Au lieu de fouler du pied les fameuses herbacées du paramo, je me suis retrouvée à sillonner des petits terrains cultivés multicolores. Ici des fèves, là des pommes de terre. À perte de vue, de jolies collines quadrillées par les cultures. Mais ce changement d'usage du sol du paramo lui fait perdre sa capacité de rétention de l'eau. Le cercle vicieux est lancé. Plus le sol du paramo est converti en champ, plus il est difficile pour le sol de stocker l'eau, plus les stocks d'eau s'amenuisent et plus il est difficile de cultiver le sol. Que faire ? Certains organismes mettent en place des initiatives de rachat et de protection de ces précieux écosystèmes. Des coopérations entre collectivités, communautés et entreprises privées voient le jour et permettent de collecter les moyens financiers destinés à la gestion durable du paramo. Une autre manière de protéger le paramo consiste à aider les populations paysannes à se reconvertir vers des activités touristiques. C'est ce que fait l'association Awana, fondée par Pierrick Van Dorp, un Français installé proche de Rumicruz depuis plus de 20 ans. L'association appuie les communautés dans leur démarche de développement économique et culturel. L'objectif étant de développer des secteurs autres que la production agricole pure, et ainsi de diminuer l'expansion des terres agricoles et l'exode rural. Au programme, vente de fromage, fabrique de confitures, tissage de vêtements en fibre d'alpaga, mais surtout le développement de tourisme communautaire. Au moment de mon séjour, les membres de la communauté de Rumicruz s'affairent à la construction d'un restaurant touristique. Tous les membres sont mobilisés lors de cette minga, sorte de chantier participatif communautaire. Ce type d'initiative permet un réel échange bilatéral entre les communautés indigènes et les touristes, tout en leur permettant de produire des ressources de revenus complémentaires à ceux provenant de l'agriculture. On comprend alors que le développement de telles activités touristiques permettent la préservation du paramo, ce dernier n'étant plus considéré uniquement comme une ressource agricole, mais comme un atout touristique à protéger. Si des initiatives locales voient le jour, le tout manque encore grandement de coordination. Cela m'a été confirmé par Ana Rios Rivera, directrice du pôle recherche de l'Université nationale de Chimborazo, située à Riobamba, en Équateur. Elle m'explique lors d'une interview réalisée au sein de son université qu'il n'existe aucune politique environnementale de préservation du paramo. Selon elle, il est nécessaire d'en mettre en œuvre, ainsi que des politiques de gestion durable de la ressource en eau. Elle me parle de la nécessité d'étendre les politiques internationales à l'échelle locale. Pour elle, le pays manque de clarté dans ses organisations et les moyens sont insuffisants. Étant donné la situation économique du pays, l'investissement pour des mesures environnementales est loin d'être la priorité du gouvernement. La disparition des glaciers andins marque donc un tournant, celui de la disparition des réserves d'eau douce. Quand toute la glace des sommets andins aura fondu, l'eau va manquer. Mais avant ça, elle va donner naissance à des lagunes glaciaires dont le volume croît à mesure que l'eau de fond des glaciers s'y accumule. Ces lagunes toujours plus nombreuses constituent un danger de mort pour des milliers de personnes qui habitent à proximité. Avec le dérèglement climatique, le volume de ces lagunes augmente et avec lui le risque de débordement. En 1941, la moitié de la ville de Huaraz, située dans la Cordillère Blanche au Pérou, a été rayée de la carte par l'arrivée de 5 millions de mètres cubes d'eau provenant de la lagune Pacacocha, située 20 km plus loin et 1500 mètres plus haut. Un bloc de glace volumineux s'est décroché et est tombé dans la lagune. La chute du bloc a provoqué la formation d'une vague de 20 mètres de hauteur qui a fait déborder le lac et a détruit une de ses parois morainiques.
Ce cas n'est pas isolé. Dans le coin, d'autres lagunes ont débordé. Plus récemment, la lagune 513, qui a dévasté la ville de Carhuaz en 2010. 32 accidents de ce type ont été enregistrés au Pérou depuis 1702. Depuis, des installations ont été réalisées afin de diminuer le risque de débordement des lagunes jugées les plus menaçantes. Je suis allée voir l'une d'elles, Palcacocha. Son volume est surveillé grâce au suivi du niveau de flotteurs installé dans le lac. Une caméra les filme en temps réel. En parallèle, l'eau est contenue par une digue de 7 mètres et est évacuée par d'énormes tuyaux. Ces installations des années 1970 contiennent aujourd'hui un volume 34 fois plus important que celui datant de leur construction. Les installations de la lagune 513 n'ont quant à elles pas perduré. Cet exemple illustre une difficulté à laquelle les équipes techniques et scientifiques ont été confrontées: la réticence des communautés indigènes. Culture, croyances peuvent parfois aller à l'encontre de l'intérêt des équipes scientifiques. En effet, l'installation d'antennes proche de la lagune 513 a été suivie quelques jours plus tard de sécheresse. À l'époque, les communautés indigènes ont prétendu que ces nouveaux équipements installés avaient bloqué les masses d'air et empêché les nuages chargés d'humidité de circuler normalement. Suite à cela, les communautés ont mis fin au droit d'entrée sur leur territoire qu'elles avaient précédemment donné aux équipes techniques. L'eau est donc un sujet crucial pour ces populations andines qui tentent de s'adapter, appuyées par les travaux de chercheurs et d'organismes institutionnels. Mais les moyens financiers humains sont bien faibles au regard des besoins. Et voilà bien une injustice. Face au dérèglement climatique, nous ne sommes pas tous égaux. Les populations soumises aux risques les plus élevés sont en général celles qui sont le moins responsables de cette situation critique. Nous l'avons vu, les populations des Andes tropicales sont nettement impactées. C'est une région du monde qui voit la fréquence des événements climatiques extrêmes augmenter de jour en jour et la ressource en eau diminuer. Pluies intenses, crues, coulées de boue, destruction, éboulements sont leur quotidien. Or, ces populations, qui disposent de peu de moyens pour y faire face, sont loin d'être les plus émissives en termes de gaz à effet de serre. En effet, en 2017, dans le classement des pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone par habitant, réalisé par l'Agence nationale de l'énergie en 2019, l'Équateur occupait par exemple la position 90 et le Pérou la position 103. Finalement, le rapport spécial du GIEC résume très bien la situation. Il y est expliqué que, depuis le milieu du XXe siècle, le recul de la cryosphère en Arctique et en haute montagne a eu des conséquences essentiellement néfastes sur la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la qualité de l'eau, les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des populations, les infrastructures, les transports, le tourisme et les loisirs, ainsi que sur la culture des sociétés humaines, particulièrement chez les peuples autochtones. Au cours des décennies, l'essor démographique, le tourisme et le développement socio-économique ont accru l'exposition des personnes et des infrastructures aux aléas naturels. C'est par exemple le cas de Huaraz, dont la population est passée de 12 000 en 1941 à 140 000 aujourd'hui. Nos actions individuelles et collectives se répercutent donc à l'autre bout du monde dans le quotidien de populations vulnérables et peu responsables de leur malheur. Peut-être nous sentons-nous peu concernés par le devenir de ces populations vivant à l'autre bout de la planète. Mais ce ne sont pas les seuls à payer le prix de la disparition des glaciers. Leur fonte nous impacte tous. Plus près de nous, les Alpes, qui traversent une partie de la France, abritent également des glaciers en fin de vie. Ces derniers fournissent l'eau du Rhône, par exemple, qui est exploitée pour l'irrigation et le refroidissement de centrales nucléaires. Nous aussi, nous commençons à ressentir les effets de la fonte des glaciers. Quotidiennement, nous ne percevons pas notre dépendance à ces surfaces gelées, et pourtant, qui d'entre nous réalise que sans eux, nous pouvons dire adieu à la production de coton ? Des fleuves tels que l'Indus, le Mékong, le fleuve jaune, qui prennent leur source sur le plateau tibétain, voient leur débit aujourd'hui augmenter du fait de la fonte des glaciers. Mais la situation s'inversera d'ici à 2050, lorsque 2/3 des glaciers du plateau tibétain aura alors disparu. Ces fleuves, permettant l'irrigation des cultures de coton, des cultures de riz, présentent une importance mondiale.
À une échelle encore plus globale, la fonte des glaciers accélère le changement climatique. Nous sommes en train de perdre nos surfaces réfléchissantes qui présentent un fort albédo. Ce dernier représente la proportion de rayonnement réfléchi par une surface. Cette proportion de réflexion dépend de la couleur. Les surfaces claires présentent un fort albédo qui leur permet de réfléchir davantage les rayons solaires que les surfaces plus sombres. C'est ce qui explique que nous soyons éblouis par la neige et que nous bronzions plus rapidement à la mer et à la montagne. Donc, un glacier en fonte réfléchit moins et absorbe davantage d'énergie, ce qui le fait fondre d'autant plus vite. Finalement, la disparition des glaciers amplifie le problème climatique. Recevant plus de rayonnement solaire, la surface terrestre accumule plus de chaleur, ce qui engendre encore plus de fonte et encore moins de réflexion. Le cercle vicieux est lancé. Je reviens grandi de ce voyage, enrichi de ces apprentissages et de ces belles rencontres. Cette expérience fut une exceptionnelle occasion de vivre hors de mes habitudes et de mes conditionnements. Une formidable opportunité pour prendre du recul. J'ai beaucoup appris des autres sur moi et sur le monde. Et finalement, si je devais résumer en un mot notre objectif pour construire ce monde plus durable, plus humain, ce serait sobriété. Vivre plus simplement, ralentir, repenser nos besoins et les prioriser. J'ai trouvé une copine pour jouer. On joue à 1, 2, 3 soleil. Je suis en train de manger mes pieds là.